Est-ce que Luffy aura du mérite lorsqu'il trouvera le One Piece? C'est sûrement la tête que vous avez fait en voyant le titre de la vidéo. Et vous auriez raison, puisqu'après 24 ans et 1000 chapitres à surmonter les pires épreuves, il y a peu de doute quant à sa détermination et sa réussite quasi certaine. Mais j'ai l'impression que plus le manga avance, plus on se rend compte que Luffy et son équipage n'ont rien de normal. Dans le sens où, ils ont tous quelque chose de spécial, que ce soit un pouvoir ou une lignée hors du commun. Prenons les récents événements de la guerre de Nigashima. Au chapitre 1017, on a appris que le fruit du démon de Luffy, qui ne semblait pas foufou à la base, mais qui par force de volonté et d'entraînement est devenu exceptionnel, semble être en réalité un fruit spécial et important. Même si on ne sait pas trop de quoi parlait Wuzwu quand il était face à Jinbei, ça casse tout de même un peu le mythe du Luffy parti de rien pour arriver jusqu'au sommet. Pareil pour sa famille, il est le fils de Monkey D. Dragon, chef des révolutionnaires, et le petit-fils de Garp, le héros de la marine. On en a aussi appris un peu plus sur l'ascendance de Zoro. Le petit garçon qui a fait la promesse de devenir le meilleur à son ami décédé est en réalité issu d'une des plus grandes lignées de samouraïs au monde. En effet, au chapitre 1023, Yogoro et Kawamatsu remarquent une étrange ressemblance entre le second de Luffy et Ushimaru Shimotsuki, l'ancien daimyo de Ringo, que ce soit au niveau de sa ressemblance physique, qu'il qualifie comme étant son portrait craché, ou même de leur style de combat à l'épée qui est très similaire. La famille Shimotsuki, en plus d'avoir fondé le village éponyme et natal de Zoro, compte dans son arbre généalogique Ryuma, le guerrier légendaire de Wano Kuni, connu avant tout pour avoir tué un dragon, ce qui veut dire que le Mugiwara descendrait directement du plus grand épéiste du pays de l'harmonie. On dit que le haki des rois ne peut pas s'obtenir à force d'entraînement. Il est dit que celui qui le possède a les qualités d'un roi. Luffy l'a développé un peu avant l'ellipse et Kaido l'a senti en Zoro pendant la guerre de Nigashima. Encore une fois, le capitaine et le second de l'équipage au chapeau de paille ne viennent pas de nulle part et semblent même être une sorte d'élu pour trouver le trésor de Roger. Mais si ce n'était que ça. Sanji, qui est développé dans l'arc Whole Cake comme étant le seul de ses frères et de sa sœur à être né comme un humain normal, suite à un sacrifice de sa mère pour empêcher toutes les modifications de son père, en subit aujourd'hui les conséquences après quelques utilisations de sa Red Suite. En effet, en se battant contre Queen et King, aux côtés de Zoro, Sanji sent que son corps est en train de changer, et dans le chapitre 1028, on découvre qu'il possède les mêmes capacités de défense que sa fratrie. Après le capitaine et le bras droit, c'est au tour du bras gauche de nous démontrer qu'il n'a lui non plus rien de normal, et que la réussite de son équipage ne vient pas seulement d'une très grande volonté de gagner, mais qu'ils ont tous certaines dispositions à réussir. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus sur les autres membres du groupe, mais Nami par exemple possède des capacités qui lui permettent de prédire les variations climatiques de Grand Line, pourtant réputées complètement aléatoires. Mais alors, est-ce que Luffy et ses Nakama auront du mérite lorsqu'ils découvriront le One Piece? Au final, est-ce que leur objectif est vraiment un exploit ou une simple balade à travers le monde? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer de décortiquer le vrai du faux dans ce que j'ai pu dire dans l'intro, et surtout revenir aux bases de One Piece et au véritable message qu'Oda a voulu nous transmettre. Oda met en place dès le chapitre 1 ce qui deviendra l'une des plus grandes forces de One Piece. En effet, c'est à ce moment-là qu'on voit naître le véritable objectif de Luffy, à savoir devenir le roi des pirates, non pas pour être le plus fort, mais bien pour être libre. Et si je précise ça, ce n'est évidemment pas pour rien. Au début, on nous présente un Luffy qui veut prouver qu'il est suffisamment fort pour rejoindre l'équipage de Shanks. Lorsqu'Iguma rentre dans le bar de Makino et humilie Shanks devant Luffy, ce dernier ne comprend pas pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il laisse le bandit lui marcher dessus. Mais c'est sûrement qu'en réalité, à ce moment-là pour Luffy, être un pirate et donc devenir le seigneur des pirates est beaucoup plus un problème d'ego qu'autre chose. Le vrai pirate se doit d'être puissant et doit le montrer. Mettre sa fierté de côté n'a pas sa place sur un navire arborant le drapeau noir. Mais évidemment, aujourd'hui, et on le sait, il a très vite abandonné cette version. En voulant venger son mentor, Luffy part rattraper Iguma pour se battre lui-même. Bien sûr, il ne fait pas le poids, et c'est l'importance que Shanks va donner à sa vie qui va lui faire prendre conscience de tout ça. Il comprend ici que le roux n'a rien à faire de son image, et que s'il est devenu pirate, c'est avant tout pour la liberté. Quand tu prends la mer, tu n'es soumis à aucune loi. Tu n'as pas de supérieur hiérarchique, c'est ta propre vision de la justice qui prime.
Tu te bats pour ce qui te semble juste et non contre ceux qui ne respectent pas la loi. Oda insiste énormément sur ce point tout le long de l'œuvre. Et justement, un exemple plus que flagrant est que l'un des plus grands antagonistes du monde de One Piece est celui qui se bat uniquement pour faire régner la loi, en occupant le poste d'amiral en chef au sein de la marine. L'auteur met un point d'honneur à mettre en valeur les personnages qui font la différence entre la morale et la justice. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant Smoker et Tashigi. Eux qui se battaient contre les pirates ont finalement vu leur vision de la justice évoluer en pourchassant Luffy. Pareil du côté d'Aokiji, c'est en voyant le mal que faisait Akainu, le gouvernement mondial et par conséquent la justice, qu'il a décidé de quitter la marine et de défendre ses valeurs à sa manière. Kobe a réalisé son rêve en s'engageant dans la marine, en faisant confiance à un pirate, en l'admirant et en le prenant pour exemple. C'est cette liberté qui intéresse Luffy, cette même liberté qui va lui permettre de tout faire pour protéger ceux à qui il tient. C'est aussi un des grands messages d'Oda, le lien du sang n'est pas forcément le plus puissant. D'ailleurs, la quasi-totalité des Mugiwara n'ont pas vécu avec leur véritable famille. Nami par exemple a été élevée par belle-mère avec Nojiko. Franky s'est fait abandonner par ses parents et a vécu avec Tom et Iceberg. Luffy, Ace et Sabo ayant grandi ensemble se considèrent comme des frères, malgré le fait qu'ils n'étaient clairement pas voués à avoir les mêmes conditions de vie. Luffy accorde plus d'importance à Ace qu'à Garp et je pense qu'il serait beaucoup plus proche de son équipage que de son propre père. Et ce sont ces liens qui forgent l'aventure de Luffy. Seul, il n'est capable de rien. Sans eux, il n'aurait même sûrement jamais quitté East Blue. Et il le dit lui-même, quand il se bat face à Arlong, il vante l'importance d'être bien accompagné. Ce que l'homme poisson ne comprend pas, lui ne jure que par la puissance et les sentiments n'ont pas la place dans son équipage. C'est pour ces raisons qu'on peut dire qu'il aura énormément de mérite lorsqu'il atteindra Laugh Tale. Malgré le fait qu'il soit très fort et qu'il ait certaines dispositions qui l'avantagent beaucoup, il ne faut pas oublier qu'il a aussi énormément de faiblesses qu'il a réussi à combler en s'entourant de personnes qui lui sont aujourd'hui très chères. Malgré tout, je vois encore un problème. Depuis le début de One Piece, une notion est très souvent mise en avant, et est même au centre d'une des plus grandes intrigues du manga. Que ce soit le hasard ou la volonté du dit, toute l'aventure de Luffy semble écrite, et son destin est tout tracé. Ce n'est pas Teach que le rival de Barbe Blanche attendait, mais bien le héros qu'on suit depuis plus de 1000 chapitres. En effet, la notion de hasard et de destin est très présente dans l'œuvre. Les personnages portant la lettre D en sont le parfait exemple. Barbe Noire, par exemple, a misé tout son plan sur ces deux notions. La première étape était pour lui de mettre la main sur le Yami Yami no Mi, qu'il considère comme étant le plus puissant des fruits du démon. Pour ça, il s'est rangé du côté de Barbe Blanche, parce que c'est dans cet équipage qu'il considérait avoir le plus de chance. Après l'avoir obtenu, il fallait qu'il devienne grand corsaire. Encore une fois, il avait prévu de tuer Luffy, mais c'est finalement grâce à son frère, qui n'a pas arrêté de le pourchasser, qu'il obtiendra ce qu'il veut. Il dira par ailleurs à Luffy qu'il a eu de la chance que Ace se soit mis en travers de sa route, sinon c'était lui qui y passait. On peut aussi penser au moment où l'équipage de Teach était sur Impel Down, et qu'ils se sont retrouvés face à Magellan. Ils n'ont clairement pas fait long feu, mais ont tout de même survécu grâce à Shiryu qui a pu leur amener un antidote avant qu'ils ne meurent. Oda aurait pu utiliser beaucoup d'autres moyens bien plus logiques pour les sauver, comme le pouvoir de Teach qui aurait absorbé le poison, ou alors une capacité spéciale d'un membre de son groupe. Mais malgré tout ça, il a préféré tout miser sur la chance. Shiryu est passé par là au bon moment avec un antidote. C'est d'ailleurs de cette façon qu'ils vont le prendre, c'est grâce au destin qu'ils sont encore en vie. Mais alors, pourquoi Oda insiste autant sur ces deux concepts? Les porteurs du Di sont très souvent associés à tout ça, et après tous ces chapitres, on remarque certains éléments. La mort ne semble pas leur faire peur. Du moins, tous les ennemis des dieux qu'on a vus jusqu'à maintenant sont morts le sourire aux lèvres. Que ce soit les personnages décédés ou même Barbe Noire et son équipage qui rigolent après avoir frôlé la mort. À travers ces rires, on ne voit aucune trace de regret ou de doute dans leur réaction. À Locktown, Luffy rigole à pleines dents face à la mort certaine qui l'attend et l'accepte même sans aucune hésitation. Tout ça met en avant une seule chose, oser sans craindre les conséquences. À travers les notions de chance et de destin, Oda essaye selon moi de nous dire que la vraie force n'est pas forcément la puissance ou même l'intelligence, mais que pour réaliser ses rêves et tous ses objectifs, il est bien plus important de croire en soi et de ne pas avoir peur d'en subir les conséquences. Autrement dit, pour gagner, il ne faut pas avoir peur de perdre. C'est un peu ce que Luffy dit à Kobe lors de leur première rencontre. Soit il devient le roi des pirates, soit il meurt en essayant de le devenir. Et si à première vue Kobe est surpris, ce sont ces mots qui lui donneront la force de tenir tête à Alvida et de s'engager dans la marine.
Au final, si le hasard et le destin existent, des personnages comme Luffy et Barbe Noire montrent qu'ils ne le redoutent pas. Ils n'ont pas peur d'échouer, et ce n'est pas la peur de l'échec qui commande leur vie comme Kobe l'a fait jusqu'à ce qu'il rencontre Luffy, mais bien le fait de croire en leur réussite. Pour finir, est-ce que Luffy aura du mérite lorsqu'il trouvera le trésor de Roger? Après tout ce qu'on vient de voir, j'en tire une conclusion assez évidente. Oui, ce que va accomplir Luffy relève de l'exploit. Et même si son destin et le hasard jouent en sa faveur, son travail et sa force de vaincre ne lui font clairement pas défaut. Avoir confiance en soi ne signifie pas accepter ces deux notions sans rien faire, mais de provoquer sa chance sans avoir peur de se brûler les ailes. Si j'étais Luffy, j'aurais probablement remis mon départ à tous les demain du reste de ma vie, un burger à la main. Et on est d'accord, ça aurait été beaucoup plus difficile pour atteindre Laugh Tale. Mais même avec cet avantage certain, Luffy s'est battu et se bat constamment pour son rêve et ses valeurs. Comme il le dit au chapitre 2, c'est lui et lui seul qui a décidé de devenir le seigneur des pirates. Malgré tout ça, Luffy a surmonté des épreuves difficiles, qui ne tenaient qu'à la simple volonté qu'il avait à les surmonter. Contre Lucci par exemple, c'est poussé par l'envie de protéger Usopp qu'il a réussi à se relever. Il aurait pu très facilement abandonner le combat et il n'aurait jamais pu continuer son aventure. Pareil après Marineford, il aurait pu refuser la proposition de Rayleigh et partir en direction des archipels Sabaody, retrouver son équipage comme il se l'était promis. Dans ces conditions, il n'aurait sûrement même pas dépassé l'île des hommes-poissons. Et puis, même s'il est vrai que Luffy, Zoro et Sanji ont un avantage évident, au contraire dans son équipage, certains personnages se battent pour devenir le meilleur et rivaliser avec le trio de tête du groupe, en ne partant de rien. Usopp en est l'exemple parfait, c'est l'un des seuls Mugiwara à n'avoir aucune particularité. Il est comme nous, il se bat avec un lance-pierre, tout ce qu'il y a de plus classique, et arrive à l'améliorer grâce à son esprit ingénieux et créatif. Et même s'il est assez faible par rapport aux autres, il trouvera toujours un moyen de se rendre utile. C'est d'ailleurs le discours que lui tient Sanji sur Enies Lobby. En voulant sauver Robin, le sniper de l'équipage se retrouve face à Jabura, et s'excuse auprès du cuisinier de ne pas être à la hauteur. Sanji lui répond que tout le monde a des forces et des faiblesses, et que Usopp est capable de combler les faiblesses du reste de l'équipage, tout comme le reste de l'équipage est capable de combler les siennes. Maintenant, s'il veut un jour devenir un grand guerrier, c'est à lui et lui seul de s'en donner le courage et la force. Et c'est pour moi le réel message qu'Oda souhaite transmettre. Qui que tu sois, tu es capable de faire ce que tu veux, à condition que tu t'en donnes les moyens, parce que c'est à toi de provoquer la chance qui te permettra de réaliser tes rêves.